et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan dans lequel j'ai le plaisir de recevoir la talentueuse photographe Marion Brunel. Je ne connaissais pas du tout Marion avant de faire l'épisode avec Élise Morgan et je dois dire que j'ai eu un véritable coup de cœur en parcourant son site et encore plus en lui parlant. Cette interview est une pépite, je te laisse écouter tout de suite, je t'en dis pas plus. Hello Marion, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan, bienvenue à toi. Merci, bonjour, merci à toi. Bah écoute, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se parle en vrai. Enfin en vrai. Ouais. En faux vrai, on va dire. Parce que en faux vrai. Parce que je suis dans mon salon. Et moi aussi. Et donc on a discuté pour la première fois suite à l'épisode avec Élise Morgan. Tout à fait. Qui t'a cité comme mentor finalement. Quand même. Un peu. Oui, c'est vrai que j'étais assez étonnée d'entendre mon nom droppé comme ça, mais ça m'a fait super plaisir. Et effectivement, avec Élise, on se connaît depuis 2010. Donc ça fait déjà un bon petit paquet d'années. Et donc c'était au tout début de nos vies de photographes, où je l'avais prise en photo parce que je la trouvais trop belle. Et je commençais à faire des photos de mariage à ce moment-là. Et puis le virus l'a chopée aussi. Elle aussi. Elle a été contaminée par le premier virus que nous avons connu. Ouais, mais alors du coup, tu disais en fait que t'étais en train d'écouter le podcast et que tu savais pas que ça allait parler de toi. Et puis en fait, évidemment, connaissant Élise, j'ai vu qu'elle avait sorti un podcast, donc j'ai dit je vais écouter. Et voilà, je Et du coup, moi, je t'ai découvert comme ça. Ok. Et j'ai dit, c'est très joli. Alors, elle va venir aussi. Ok, c'est un passage de relais sympa. Alors, j'allais dire, pour ceux qui te connaissent pas, donc, dont moi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens, ton parcours, comment t'es devenue photographe, tout ça, quoi. Alors, je m'appelle Marion, j'ai 32 ans. Jusque-là, je savais, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est écrit dessus. Comme le port salut. Donc bref, je m'appelle Marion, j'ai 32 ans. Ça fait maintenant longtemps que je fais de la photo de mariage. Je disais, j'ai commencé, j'avais 18-19 ans, mes premiers mariages. Donc ça fait un petit moment. Même si je n'ai pas toujours été que photographe, évidemment, mon parcours a été multiple, semé d'embûches et semé d'étapes jusqu'à présent. Par contre, j'ai toujours voulu être photographe, moi. J'ai toujours voulu être photographe, je trouvais ça fascinant, je trouvais ça beau. Mais par contre, je ne savais pas du tout, au lycée, par exemple, par quelle voie y aller. Et pour toi, c'était un vrai métier. C'est ça qui était bien, déjà. C'est que tu te disais pas, je vais faire ça à côté. Est-ce que pour moi, je me disais vrai métier ou pas? En tout cas, vraie passion, vrai truc qui m'appelle là-dedans. Et oui, pour moi, effectivement, je pense que je me disais que c'était un vrai métier, parce que j'imaginais bien que les photographes de mariage gagnaient des sous. Même si, oui. Ouais, mais je me posais pas vraiment ces questions-là, je pense. C'est surtout, je ne savais pas comment y aller, s'il y avait des études de photo, j'avais jamais entendu parler des écoles d'art, de Gobelin, de tout ça. Et en fait, quand arrive l'ancien truc admission post-bac de l'époque, je dois faire un choix et là, je suis complètement perdue. Et surtout, en fait, ayant fait un bac L, j'ai pas du tout le profil pour faire les écoles publiques de photo qui en fait n'accueillait à l'époque, alors peut-être que ça a changé depuis, j'en sais rien, mais en tout cas à l'époque, si t'avais pas fait un bac S option physique-chimie, c'était mort. Ah ouais. Et je vois que dis donc, moi j'aurais jamais fait photographe. Parce que
j'ai fait un bac STT, moi. Voilà. Et donc, ce que je trouvais absolument hallucinant, parce que je m'étais dit, c'est quand même, selon moi, une filière plus artistique que scientifique. En fait, je pense qu'ils sont partis du postulat que pour être bon photographe, il fallait, et c'est pas totalement con, mais il fallait d'abord bien comprendre ce que c'était qu'une optique et comment développer et tout ça. Donc, tout l'aspect chimie, en fait, de l'époque de l'argentique, etc. Il fallait avoir fait ces études-là. Donc, j'avais quand même prié je ne sais quel dieu du hasard. J'étais arrivée au concours de l'école ENS Louis Lumière, où c'était que des épreuves scientifiques, que des QCM. J'ai tout répondu au hasard. Et évidemment, je n'ai pas été prise. Ah bon? Je ferais. Non. Donc, du coup, je savais que ça allait pas être par un parcours académique que j'allais pouvoir rentrer en école de photo. J'aurais bien évidemment pu rentrer en école privée, mais à ce moment-là, justement, j'avais des parents qui me disaient, non, on veut bien te payer une école privée, mais plutôt pour faire un vrai métier et pas de la photo. Il y a quand même eu cette histoire de vrai métier. Il y a quand même eu cette histoire-là, carrément. Donc, il faut le dire. Je n'ai pas pu, j'ai dû écouter mon papa, notamment, qui m'a dit, je veux bien te payer des études et fais des études, ma fille, c'est important. Mais tu vas faire des études que je valide. Et alors, c'était quoi les études validées? Les études validées par papa, du coup, j'ai fait 1 an de LEA, donc en fac, c'est là où j'ai rencontré Élise. Donc, ça a été finalement une année plutôt de pause et de réflexion pour moi, où j'ai travaillé, j'ai passé mon permis, etc. Où en fait, je faisais quand même des petits mariages l'été. J'avais commencé à ce moment-là. Et puis, pendant cette année-là, je me suis dit, OK, pas d'école photo possible. Je vais faire quelque chose de très générique, mais qui me servira toujours dans ma petite valise, justement. J'ai fait un BTS commerce. Sachant que je venais d'un bac L que j'avais décroché avec mention bien. J'avais pas grand-chose à faire là-bas. Mais pour moi, c'était logique. Et quel commerce, du coup? Parce que moi, j'ai fait commerce international. J'ai pas fait ça. J'ai fait management des unités commerciales, donc BTS MUC à l'époque. Le BTS MUC, t'es plus jeune que moi. Le MUC, ça existait pas moi à cette époque-là. Mais bon, j'avais fait commerce international parce que je voulais les langues. Mais bon, finalement, il y avait pas tant que ça. Si, à part le stage à l'étranger, ça c'était bien. Et j'avais pas capté l'histoire des incoterms. Et ça, quand tu fais un BTS commerce international, t'en as beaucoup. Mais MUC, moi j'ai pris des stagiaires quand j'étais dans mes anciens boulots qui avaient fait ce BTS là. Et parce que t'es plus jeune que moi du coup. Et voilà. Mais sauf que en vrai, même le directeur du lycée dans lequel du coup il avait ce BTS m'avait dit, je vois pas trop ce que vous venez faire là vu votre profil, mais ok, genre il y a un projet derrière. On voit que vous êtes une élève sérieuse, je vous prends quoi. Et moi je m'étais dit ok, il y a des stages obligatoires à faire, je vais essayer de les faire chez les photographes. C'est comme ça que ça a commencé, où du coup j'avais tout simplement avec la peur au ventre, parce que je pensais que ça allait être compliqué, et pour moi d'arriver en stage chez un photographe c'était déjà un truc de fou. J'avais fait mon stage chez un photographe vraiment à l'ancienne, tu vois, le Camara studio qui fait de la photo d'identité, qui fait du mariage, vraiment les photographes qu'on avait dans la rue avant, les petites boutiques comme ça. Donc j'ai vendu du matos, j'ai fait des photos un peu en studio, j'ai appris un peu la retouche sur Lightroom, etc. Puis c'était en 2009-2010, c'était les moments où l'argentique était encore présent chez les pros, le numérique était arrivé depuis finalement assez peu de temps chez les gens, quoi. Voilà, donc j'ai commencé là-dessus, donc j'ai fait mon BTS et après toujours pas d'études de photo, mais j'ai poursuivi en publicité. Donc c'est là où je suis partie à Lyon, où en fait je me suis dit publicité ça se rapproche quand même un petit peu de la photo. Et après dans mes études, la pub, tout ça, ça m'a quand même vachement plu, tout cet aspect-là. Je trouvais ça hyper créatif. J'avais une grosse passion pour les mots, pour les jeux de mots, etc. La publicité, c'était un univers qui m'intéressait énormément. Donc je me suis bien éclatée et franchement ça m'a vraiment servi pour plus tard. Ça a été une bonne école de la vie aussi entre guillemets. Donc ça m'a plu.
Mais sauf que moi, j'étais dans l'aspect plutôt stratégie plus que créatif. Encore une fois, vu mon parcours scolaire qui était pas du tout dans la création. Et donc, sauf que moi, je continuais à faire des photos donc de mes copines, de mariage l'été, c'était mon job d'été. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance c'est sans jugement aucun, mais en tout cas, j'ai toujours eu la possibilité l'été de faire des photos de mariage plutôt que de prendre le job étudiant un petit peu classique de caissier ou tu vois ce que tu peux faire les étés quoi. Donc je faisais toujours des photos de mariage. Pardon, c'était un peu décousu comme j'ai expliqué, non? Tu veux faire un résumé? Non, ça devrait aller. Et oui, et donc après j'ai bossé en agence de pub pendant quelques temps, jusqu'au jour où, évidemment, comme beaucoup de gens dans le milieu, j'ai craqué, j'ai pété un plomb. Déjà parce que j'avais beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Mais je veux pas incriminer le monde du travail en disant que j'ai fait un burn-out. Je pense que tout simplement, j'étais pas alignée avec ce que je faisais, j'étais pas heureuse et en fait moi c'était la passion qui m'appelait ailleurs quoi. Et donc ce qui s'est passé c'est que donc entre-temps j'ai évolué aussi dans ma vie personnelle, j'ai rencontré mon mari pendant mes études avec qui je suis toujours aujourd'hui. Donc en fait lui il a vraiment suivi tout ce cheminement de l'étudiante en pub qui fait de la photo, qui est passionné par ça et lui en fait il était déjà réalisateur de clips, de films, de pubs. Et il me disait, mais pourquoi tu fais pas ce que t'aimes, en fait? Donc lui, il m'a vachement poussé à aller dans ce milieu-là. Évidemment, j'étais entourée de beaucoup de gens qui étaient indépendants aussi. Donc ça m'a motivée. Ça s'est pas fait dans la facilité, hein. Ça a été un choix difficile. J'ai eu beaucoup de mal à quitter mon entreprise parce que je m'en voulais beaucoup. J'avais l'impression que j'avais pas le droit. Enfin bref, ça a été un long cheminement perso. Puis grâce à mon chéri qui m'a donné beaucoup de confiance et qui m'a dit mais fais ce que t'aimes, moi je suis là, on n'a pas d'enfants, on est jeunes, c'est maintenant. Et du coup j'ai quitté mon boulot, il m'a demandé en mariage et on s'est dit on part au Canada et c'est comme ça que ça s'est passé. Ah. Et donc là en fait gros changement de vie parce que déjà il y avait le premier changement de vie qui était de je quitte mon taf pour me lancer à temps plein. Mais là, c'était je quitte mon taf, j'épouse mon mec, je me lance à temps plein, mais pas à Lyon, dans un nouveau pays. Donc là, c'était un changement de vie total. Ok. Total. Et donc, combien de temps là-bas? Parce que t'es plus là-bas, là. Non, là, je suis plus là-bas. On est parti de début 2018 à fin 2019. Donc, un tout petit peu moins de 2 ans. Ok. Et t'as kiffé? C'était incroyable. C'était une expérience hyper enrichissante parce que déjà, le fait de tout redémarrer à zéro, mais en plus d'y aller pour réaliser mon rêve pro, c'était fou parce que j'ai dû tout réapprendre, me lancer sur un marché où personne ne me connaissait, dans un pays où personne ne me connaissait, sur un marché de photos qui est complètement différent de celui de la France, donc hyper enrichissant à ce niveau-là. Où les prix sont pas du tout les mêmes, la façon de se vendre est pas du tout les mêmes, les gens n'ont pas du tout les mêmes freins, les mêmes attentes. Enfin, ça a été hyper intéressant. Il y avait la notion d'anglais aussi qui était hyper importante. Je savais que là-bas tout le monde était bilingue et moi j'étais bif bof fluent à l'époque. Donc je me suis dit ok, on va se débrouiller. Vous étiez où au Canada? On était à Montréal même. Mais ouais, non, expérience géniale qui s'est terminée une fois qu'on est rentré. Forcément, elle s'est terminée quand on est rentré. C'est ça. Non, c'était fin de visa tout simplement, et c'est arrivé au moment où le Covid est arrivé en France. Enfin, et dans le monde, du coup. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est quoi la suite? Moi, je suis passionnée là. Ah, tu es passionnée? Bah ouais, j'attends de savoir la fin de l'histoire. Eh bah ouais, alors la fin de l'histoire, et du coup, en fait, la fin de l'histoire, elle est déjà là parce qu'en fait, ça a vraiment commencé et le Canada m'a vraiment propulsée et il y a eu un gros changement du fait que je change tout, du fait aussi que je sois désormais à temps plein dans mon activité. C'est-à-dire que j'étais plus la photographe qui a un site à peine mis à jour sur Wix, qui fait des mariages de temps en temps grâce à du bouche à oreille. Là, je suis partie de rien.
J'avais pas le droit au chômage là-bas parce que justement j'étais dans un autre pays. Donc même si j'avais eu une rupture conventionnelle via mon ancien job, et ben en fait je suis partie sans coussin financier. Et en fait je remercie ça parce que je pense que ça m'a foutu un gros coup de pied aux fesses. Et en fait t'as pas le choix. À ce moment-là, t'as pas le choix. Et en 6 mois là-bas, je vivais de la photo. Trop bien. Voilà. Et pour être totalement transparente, moi, je suis partie avec, sur mon compte en banque, 8 000 € de côté. Donc, voilà. Et je suis hyper fière de ça parce que, je sais que si j'avais eu la sécurité de me dire, OK, j'ai mon petit coussin qui tombe tous les mois, je me serais peut-être pas autant bougé les fesses. Et donc, j'ai travaillé non-stop. J'ai rencontré énormément de gens là-bas, dont j'ai fait des rencontres incroyables dans le mariage, dans le monde du mariage. Et après, je pense que j'ai eu la chance d'être sur un marché et dans une culture du travail qui est hyper bienveillante, qui accueille à bras ouverts les gens, les talents, qui justement a pas peur de tester des nouvelles personnes avec qui bosser. Et en fait, je pense que ça, c'était les bonnes conditions pour me donner confiance et pour me lancer. Parce que voilà, en France, on a ce truc où on se dit, où les gens vont être un peu plus avares en compliments. C'est très vrai. Alors que au Québec, il y a un peu cette culture à l'américaine où tout est facilement amazing. Donc ça fait du bien. J'imagine. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis après il y a eu le retour en France, etc. où là il a fallu recommencer. Et donc là, tu t'es lancée à plein temps en revenant à Lyon ou ailleurs? Ouais, en fait j'ai suivi le même délire. Je me suis relancée à temps plein en me réinstallant à Lyon parce que il y avait que Lyon qui nous plaisait en France. Et puis qu'on rentrait pour la famille, les copains, donc on pouvait pas aller ailleurs, c'était pas possible. Et tu t'es relancée du coup avec le Covid? Eh ben oui. Donc comment ça s'est passé? Donc je me suis quasiment pas relancée en fait à ce moment-là. Tu vois, je suis et du coup je me dis c'est quoi l'histoire? C'est quoi? Et l'histoire c'est que ça a été très compliqué justement. Donc le Covid arrive et donc en fait nous on prend la décision à ce moment-là de faire un enfant avec mon chéri. T'as raison en même temps. Voilà. Et en fait, je pense que ça a été le meilleur moment pour justement peut-être mettre un peu sur pause ma vie pro. Le fait que je tombe enceinte, justement, m'a permis de mieux vivre le Covid d'un point de vue pro parce que sinon, je pense que j'aurais été en PLS total. Donc, en fait, j'ai plutôt accueilli ça comme OK, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ça va bien se passer. De toute façon, t'es enceinte, donc profite de ta grossesse. J'ai fait du coup vachement moins de mariages, mais parce qu'il y en a quand même eu, tu connais l'histoire, il y en a quand même eu qui se sont passés. Ouais. Il y en a qui se sont passés en toute légalité, d'autres en un peu moins de légalité et en format un peu plus adapté, en journée, ce genre de choses. Mais donc, comme il y avait plein de mariages qui avaient sauté, c'est vrai que du coup, j'ai eu une grossesse tranquille d'un point de vue physique. Je recommande aux photographes. Tu recommandes le Covid aux photographes enceintes? Non, je plaisante. Mais voilà, en fait, du coup, il a fallu pour que je le vive bien, que je mette ça en pause et que je me dise OK, on verra bien plus tard. Et je me rappelle quand tous les mariages ont commencé à être annulés, j'ai mon papa de nouveau qui m'appelle, il me dit bon alors, t'arrêtes, tu vas reprendre un vrai travail. Je dis non. Je vais pas arrêter parce qu'en fait moi je peux pas faire autre chose et je lui dis justement il y en a beaucoup qui vont arrêter. Quand ça sera fini, moi je serai toujours là et donc j'aurai encore plus de mariages. Mais ouais. Et c'était un peu difficile quand même de garder la foi quand t'as pas forcément le soutien direct de ce cercle très 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 proche. Mais je crois qu'il y en aura toujours des gens pour nous dire ce genre de choses, c'est à nous de tenir bon. Ouais, de tenir bon et donc ouais, ça demande d'être quand même bien entouré et de savoir s'entourer du coup ailleurs. C'est ça. Et du coup, on avait décidé donc de parler de l'équilibre un petit peu entre la croissance de soi, la croissance personnelle et le développement de son entreprise. Du coup, on est un petit peu parti là-dessus avec l'histoire du Covid, du bébé, tout ça. Comment toi tu fais pour trouver cet équilibre-là? J'avoue, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'intuition. Je m'écoute énormément
j'écoute mon corps déjà, savoir s'il est en forme, etc. Et j'écoute mon intuition, c'est-à-dire que si je sens que j'ai besoin de couper, je coupe. Si je sens voilà, bon ça se fait avec un petit entraînement et avec un petit peu d'expérience, sachant que l'équilibre pour moi il est jamais 50-50 tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu, tu vois, par exemple, pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, où je trouve que l'équilibre pro-perso, il est cool, bah, il y a quand même eu des années avant où j'ai bossé. Au Canada, j'étais clairement un rat de bibliothèque, je sortais jamais de chez moi. Et aujourd'hui, j'ai une charge de travail qui est moindre par rapport à avant. Donc, l'équilibre, il se fait aujourd'hui. Mais il peut pas être sur la durée tout le temps. Tu peux pas te lancer et dire, OK, je travaille peu et je privilégie d'abord mon perso. Je pense qu'on peut le faire une fois qu'on est un peu bien installé entre guillemets. Ouais, donc tu penses que quand on se lance, faut y aller à fond, et après c'est à ce moment-là que tu commences à trouver ton équilibre vie pro, vie perso, quoi. Ouais. Et bah c'est ça. Pour moi, faut y aller à fond parce que il y a quand même une vérité pour moi. Un truc, c'est que dans la vie, on n'a rien sans rien, et donc à un moment donné, faut y aller. Faut se bouger, faut se donner les moyens d'eux. Et ouais, faut bosser. Alors après, moi, je trouvais mon équilibre là-dedans, en bossant à fond, parce que j'étais tellement animée par la passion de mon projet et par cette envie que, en fait, mon équilibre à moi, c'était de bosser à fond et de me reposer assez peu, en fait, à ce moment-là. Ouais. Mais du coup, après, est-ce que c'est pas comme ça qu'on finit en burn-out? C'est possible. Comment t'es arrivé à partir de quand t'es arrivé à trouver cet équilibre? En fait, je pense que tu peux arriver en burn-out quand, à un moment donné, la passion ou l'envie commence à diminuer. Tu vois, je pense que t'es capable d'enchaîner et de fournir beaucoup de travail tant que ça se passe bien, tant que t'es disponible, tant que t'es motivé c'est OK. Il faut savoir, à un moment donné, écouter là, je suis peut-être un peu moins heureuse dans ce que je fais, je stoppe un peu. Alors, pour y être passée par le burn-out, je me rendais pas compte, en fait. En fait, j'ai dépassé les limites de ce que mon corps pouvait faire. Donc, en vrai, j'aimais toujours ce que je faisais, mais j'y arrivais plus. Je me levais plus le matin. Je me levais, je pleurais. Je pensais à ma journée qui arrivait, je pleurais. En me disant, je vais pas arriver à tout gérer, j'ai trop de trucs. Même si j'adorais ce que je faisais. Donc, pour le coup, je suis pas 100% d'accord avec toi parce que. Ouais. Mais tu vois, je suis passée par le burn-out, pardon, aussi. Mais justement, moi, j'ai réussi à mettre le doigt dessus. Genre, c'est justement quand j'ai commencé à perdre cette passion. Où là, je me dis, OK, c'est le signe que ça va pas. Oui, après, mais ça, effectivement. En fait, j'ai fait un épisode avec Sarah de Boost Ton Feeling Good sur le burn-out, justement, et elle disait, en fait, il y a différentes phases. Et donc, oui, effectivement, quand tu passes par le burn-in, donc c'est là où, en fait, tu fais beaucoup de choses et du coup, tu commences à te dire, c'est chaud, mais tu t'en rends pas compte. Et après, le burn-out, tu peux plus te lever. Et donc, du coup, c'est là que tu perds l'envie parce que, justement, t'as dépassé le burn-in, en fait. T'as allé plus loin que les limites que ton corps t'impose, finalement. Et du coup, grandir soi-même et faire grandir son entreprise, c'est compatible? Je pense, ouais. Parce que, tu vois, je vais te donner un exemple hyper concret. Cette année, donc 2023, qui vient de se passer, pour moi, ça a été ma meilleure année d'un point de vue bonheur, business, alors que c'est pas forcément l'année où j'ai fait le plus de chiffre d'affaires en mariage. Et pourquoi je considère que c'est ma meilleure année? Parce que c'est l'année où j'ai réussi à aller sur mes mariages en étant complètement détendue et en ayant confiance, en me disant OK, ça va bien se passer, et ça s'est trop bien passé. C'est l'année où justement j'ai réussi à prendre un mois au mois d'août sans aucun mariage. Donc je me suis dit OK, trop cool, les mariages se sont répartis sur l'année d'une façon où justement j'ai eu ce temps pour mon fils, etc. Et c'est une année où je me suis rapprochée de beaucoup de gens, de collègues, où j'ai énormément échangé. Et du coup, c'est l'année où j'ai été en fait
où j'ai eu le plus de succès selon moi, selon là où tu mets le cursus du succès. Alors, c'est quoi le succès selon toi? C'est justement, c'est ça, c'est d'assumer ce que tu veux faire, d'assumer qui tu es, d'assumer que, justement, pour toi, le succès, c'est pas forcément dans l'argent, mais c'est de kiffer ton job, ce pourquoi tu le fais. Moi, justement, le succès, c'est de me dire, en fait, j'ai eu un mois avec mon fils cet été, quoi. Et du coup, c'est quoi la vraie différence entre les années d'avant et cette année succès pour toi? Avoir enfin réussi à lâcher prise. Sur quoi? Sur tout. Comment on fait ça? Vas-y, raconte, parce que ça m'intéresse. Alors, oui, parce que tu vois, là, je pense que je passe pour quelqu'un de très détendu du mobile, sauf que c'est pas du tout le cas à la base. À la base, je suis quelqu'un d'hyper contrôle fric, qui souffre énormément d'anxiété, qui va imaginer les pires scénarios possibles. Donc ça m'a rendue très prudente et hyper organisée justement sur comment se passent les mariages, etc. Je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup tout ce qui peut se passer. Donc ça te prépare énormément. Et donc vu qu'avant j'étais hyper contrôle fric, je me suis dit c'est pas possible, je suis en train de passer à côté d'un truc qui est beaucoup plus essentiel, qui est justement se lâcher prise, et ça se passe aussi très bien. Et donc ça je l'ai appris déjà via mon rôle de maman. Je pense que tu connais ça aussi. Quand tu deviens maman, tu te rends compte que avant t'as des principes et après tu vis dans la vraie vie, il va falloir s'adapter beaucoup plus en direct face aux événements, donc une beaucoup plus grosse adaptabilité. Et puis un gros travail sur soi, de thérapie, de faire du tri dans sa vie, des gens qui sont toxiques justement, pour apprendre à être bien avec soi et d'assumer qui on est, d'assumer ses choix. Et voilà, donc c'est un gros travail sur soi pour apprendre à lâcher prise, et qui est bénéfique dans le travail. Et oui. Parce que pour moi tout est lié, quoi. Oui, c'est clair. Là, tu me dis la différence entre ce qui s'est passé les autres années et cette année. Est-ce que tu as quand même encore rencontré des défis cette année pour rester fidèle à ta personnalité, tes envies, mais à faire évoluer ton business? Cette année, je crois que justement mon défi, ça a été de pas trop m'en mettre, justement, et d'accepter ça et de me dire ok, tu es en train d'apprécier, de vivre au jour le jour un peu plus, et d'apprendre ça. Donc mon défi, c'est plutôt d'embrasser ça. Alors qu'avant, j'avais beaucoup plus tendance à me fixer beaucoup plus d'objectifs. Là, je le fais moins et c'est pas plus mal. Ok. Et c'est quoi la leçon que tu retires de tout ça? Tu te dis, ok, je vais appliquer ça maintenant. 2024, tu vois, ça va être encore un autre truc, tu vois. Entre 2023 et 2024, j'ai appris ça. Et maintenant, sur 2024, je vais appliquer encore ça, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois là-dessus? Après, tu peux me dire non. Si, je crois qu'il y a un truc, c'est d'assumer. Tu vois, d'assumer tes choix, d'assumer avec qui t'as envie de travailler, d'assumer avec qui t'as pas envie de travailler, d'assumer tes goûts. Ça, c'est un truc. En fait, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me fascinait chez les gens, de voir les gens qui assument justement leur personnalité, qui assument leur goût, qui assument la personne qu'ils aiment, tu vois. C'est ce qui me fascine sur un mariage, typiquement, c'est de voir des gens qui assument. Et ça m'a vachement inspirée. Je me suis dit, ok, en fait, dans la vie, t'es heureux si t'assumes tous tes choix, si t'assumes tes choix pro, si t'assumes justement aussi qui tu es, tes défauts, tes qualités, et que t'essayes d'en faire un truc qui te ressemble, quoi. Je valide. Comment tu dirais que ton style photographique a évolué au fil du temps? Est-ce que tu penses que ça reflète ton parcours de vie et justement cette façon de gérer ton équilibre croissance perso, croissance de l'entreprise? Et même, est-ce que ça reflète qui tu es maintenant? Est-ce que tu vois une diff entre le début de ton activité et tes photos de maintenant et la façon dont tu prends les photos et dont tu lâches prise, du coup? Et ouais. C'est intéressant comme question. Au niveau du style, il a forcément évolué en bientôt 14 ans, parce que même s'il a évolué encore plus fort depuis que je suis à temps plein photographe, ce qui est normal, je pense que plus tu travailles, plus ça évolue rapidement. Donc oui, ça a évolué déjà d'une part parce que le monde du mariage a évolué d'une
de lui-même, c'est-à-dire que les tendances ont évolué, le matériel a évolué, donc en fait il y a des évolutions dont on n'est même pas responsable, j'ai envie de dire, et qui viennent forcément nous influencer, qu'on le veuille ou non, même si moi j'ai toujours et je crois ne jamais avoir voulu me mettre dans des cases. Par exemple, je sais que, tu vois, on a tendance à catégoriser les photographes de mariage, à dire, bah, il y a des fine art, il y a des photographes un peu moody, etc. Moi, je sais que je me suis jamais trop reconnue dans un style, justement. Mais je pense que c'est illusoire de se dire qu'on n'est jamais influencé. C'est impossible. Le monde, on est trop toute la journée sur nos téléphones, à regarder Instagram, à être devant les écrans, pour dire qu'on n'est pas influencé par ça. C'est impossible. Donc, il y a forcément des tendances qui nous font évoluer. Après, donc le post-traitement, forcément, il a évolué aussi. Après, je vois quand même des choses qui sont là depuis le début, des façons de shooter, des façons de cadrer, des moments qui me touchent aujourd'hui, qui m'ont toujours touché avant. C'est-à-dire que quelque chose que je vais shooter aujourd'hui parce que je le trouve drôle, parce que je le trouve émouvant, bah il y a 10 ans, je trouvais ce moment-là beau pareil. Voilà, donc je vais rechercher les mêmes choses. Donc oui, pour moi en fait, là où ça évolue, c'est d'une part avec ce que tu vois, ce que t'aimes, ce qui t'inspire et ce qui fait fondamentalement partie de toi. Tu vois, moi j'ai de base, j'adore les vieilles photos qu'on a tous chez nous en argentique de notre enfance, avec ce côté grain un peu crado, tu sais, des photos que nos parents ont shootées de nous qui sont mal cadrées, parce que tu vois, moi j'ai aucun membre de ma famille qui était photographe avant, et pour autant j'ai une nostalgie de ouf quand je vois ces photos-là. Tu vois, ce côté un peu imparfait, etc. Bah je le recherche à fond dans l'esthétique qui me touche, et ça m'a toujours touchée. Donc il y a des choses qui ont pas bougé. Tu vois, cet attrait pour le grain argentique, pour le noir et blanc, pour les grands éclats de rire au niveau des émotions, tout ça a toujours été là. Par contre, il y a des choses qui étaient à la mode entre guillemets avant, où là clairement, je sais aujourd'hui avec du recul que je pouvais appliquer parce que justement c'était à la mode et que je croyais que c'était cool. Bah en fait, ça c'est pas possible. Donc tu vois, par exemple, je pense par exemple à la désaturation partielle. Est-ce que tu vois ce que c'est? Tu sais, ces images en noir et blanc où tu vas, par exemple, avoir que la fleur rouge qui va ressortir. Alors, si, je l'ai fait. Si, je l'ai fait. En me rendant compte que c'était vraiment pas ouf, mais si, je l'ai fait, ou d'avoir des cadrages hyper penchés, des couleurs un peu fluo, parce qu'à un moment donné, ça a été bien dans les esthétiques qu'on a vues, je te dis, en 2010, quoi. Donc, ouais. Mais, je suis sûre que je reprends mes RAW de l'époque, donc c'est-à-dire mes fichiers bruts de l'époque. Je pense qu'il y en a quand même un petit pourcentage que je pourrais réussir à clairement, sauvegarder. J'aimerais trop voir la diff, tu vois, genre tu fais un post avant-après, mon post-traitement de l'avant et mon post-traitement d'aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et en même temps, je trouve ça assez rassurant. Avec la fleur rouge, avec ton post-traitement d'aujourd'hui. Ça devrait être magique. Ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve rassurant, c'est de me dire qu'en fait, ce qui a le plus évolué, c'est la partie plus artificielle, plus superficielle, justement, mais que la base, elle est là, parce que ce qui me touchait avant, ça me touche toujours aujourd'hui. Et que depuis le début, par contre, j'ai jamais voulu être une photographe de mariage conventionnelle avec les codes en disant OK, faut les photos des alliances, faut les photos du bouquet, faut les photos de la robe dans l'arbre. Ça, j'ai jamais fait ça. Alors moi je dois te dire que ça n'a pas forcément de rapport avec ce que tu viens de dire. Si en fait, parce que c'est pas conventionnel ce que tu fais. En fait, je suis une grande fan de ton site internet, de ce que tu mets sur ton site, de la façon. Ah ouais. C'est drôle, c'est plein de je vous conseille d'aller voir sur son site comment ça s'appelle du coup, comment t'as fait ça, marionbrunel.fr tout simplement. Ouais. Allez voir, c'est magique quoi. On parle de Sapé comme Jaja, on parle de Céline et Jean-Jacques, on parle de la BO de ta vie, même le style graphique est magnifique. J'adore merci. Le rouge,
le bisou au milieu, enfin ça parlera à ma copine Solène d'Amour et d'encre. Enfin, Camaro en page d'accueil, enfin extraordinaire. Moi écoute, ça me fait ça me fait super plaisir. C'est toi qui l'as fait toute seule? Je l'ai fait toute seule avec mes petits doigts. Bah, tu peux être très très fière. Mes petites mains. Bah merci infiniment. Ouais. Et j'aurais trop voulu retrouver ça sur ton Insta en fait. Ah, tu vois du rouge comme ça. Ben en fait, pas assez. Après, c'est une critique entre guillemets que je vais faire sur tous les produits mariage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images, ce que je trouve génial parce que déjà t'es photographe et que c'est mieux de montrer ton travail. Mais ça manque de contraste en fait. Pour moi, il y a besoin de mettre justement. Fais-nous des posts avec ce graphisme là quoi. Avec cette vibe là. Et justement, tu vois, on parlait de défis tout à l'heure. Et je pense que ça, c'est un défi très perso, mais du coup qui doit se refléter dans le pro aussi. C'est justement, je pense que faut que j'assume encore plus mes goûts, même s'ils sont mauvais. Tu vois, DB Camaro. Absolument pas mauvais en fait. Camaro pour notre génération. Alors moi, je suis un peu plus vieille que toi, mais pour notre génération, c'est. Alors j'ai appris qu'il y avait une grande coach que je suis, que tu connais peut-être parce qu'elle est canadienne, qui s'appelle Sonia, la coach Sonia, donc qui est assez connue, et qui en fait est l'actrice principale du clip de Camaro. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire, je la suis depuis, je sais pas, 2-3 ans, et c'est une meuf hyper inspirante, une aura assez exceptionnelle. Et là, je vois qu'elle est dans le clip de Camaro. J'ai appris ça en écoutant un podcast justement de Geneviève Gauvin. Et là, tu te dis, mais what? C'est génial. En même temps, elle est un peu méconnaissable. Mais voilà. Et donc, elle en parle et elle dit que les gens lui en parlent encore, etc. Et voilà. Enfin, Camaro, cette chanson, pour notre génération, c'est un mythe, quoi. Quand elle arrive en soirée, on est tous les plus heureux du monde. Voilà. Et voilà. Et je pense que tes mariés kiffent aussi. Et c'est pour ça que tu as utilisé cette carrément. Et en fait, moi, à la base, je l'ai mis parce que je kiffe ça et parce que je suis trop contente quand elle passe en soirée et que, voilà. Mais, et puis que ça fait un moment qu'elle est sur, ça fait un moment qu'elle est sur mon site. Et, en fait, ce qui m'a motivée à justement laisser ça et à me dire, OK, en fait, assume, c'est que justement, j'ai des mariés qui m'ont dit, en fait, on t'a pris parce que c'était écrit donne-moi ton corps baby sur. Mais voilà, donc comme quoi, il faut assumer ses choix et ses goûts pourris. Ouais. Qu'on a tous en fait dans notre génération. Il y a pas de mal à se faire du bien. Donc voilà. Non mais moi j'adore. Franchement, en fait c'est quand Élise m'a parlé de toi. J'ai fait ça. Je suis allée sur ton Insta et je suis allée voir ton site. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit, elle vient. Ah, elle vient. Parce que, badass and alive, quoi. J'adore. Tu vois, c'est marrant parce que tu vois, le badass, c'est qu'en fait, c'est ça, j'aime bien les gens, assumer, tu vois, mais c'est marrant, c'est en discutant avec toi que je me rends compte de ça, moi, j'aime bien les mariés qui assument leur choix, qui assument de dire moi je veux rentrer sur Céline et Jean-Jacques et ça me fait trop rire, ou je veux pas rentrer avec mon père au bras parce que je trouve ça cucu, je suis mal à l'aise. Voilà, juste t'assumes et c'est OK quoi, c'est cool. C'est ça pour moi le côté badass. Ouais. Moi un de mes mots de cette année c'est audace. Ouais, c'est pareil. Hein. C'est oser. Trop bien. J'adore. Comment tu détermines qu'une opportunité est alignée avec tes valeurs perso et tes objectifs pour ton entreprise? Eh bien, ça, encore une fois, je dirais que je fonctionne énormément à l'instinct. Dire en fait, c'est je le sens, j'y vais, je le sens pas, j'y vais pas. Enfin, en fait, je suis quelqu'un hyper spontané d'une part, mais aussi d'entier. Et c'est-à-dire, je ne sais pas me forcer dans la vie. Quand je fais quelque chose, tu peux être sûr que je le fais avec le plus grand des plaisirs et la plus grande des passions. Si j'y vais pas, c'est que je le sens pas. Alors, tu vois, j'ai des proches qui me disent « Ouais, mais du coup, tu te forces pas, tu veux pas faire plaisir aux gens et tout. » Mais en fait, pour moi, si tu te forces pour moi, c'est pas cool. Fais quelque chose que t'as envie de faire pour moi. Donc, je trouve pas que ce soit forcément un fonctionnement égoïste que de savoir dire non, justement, par moment. Donc, c'est plutôt, je vais suivre mon cœur. Après,
ça me paraît important quand même de parler de ça, parce que je pense que le syndrome de l'imposteur, typiquement, on le ressent tous en tant que créatif, en tant qu'entrepreneur, etc. Et je me suis beaucoup cassé la tête avec ce truc que j'ai ressenti longtemps. Et en fait, je pense qu'il est normal de ressentir un syndrome de l'imposteur avant un projet sur lequel on n'a pas l'habitude d'aller. Donc, je pense qu'il est pas forcément... il est obligatoire, qu'on le ressent tous. Mais c'est pas parce qu'on le ressent qu'on se dit ouais, c'est le syndrome de l'imposteur, du coup j'y vais quand même parce que c'est normal qu'on le ressente. Pour moi, des fois de se sentir comme un imposteur, c'est aussi utile, c'est aussi de savoir que des fois c'est pas fait pour soi et de se dire OK, si je ressens le syndrome de l'imposteur, peut-être que je suis pas prêt, peut-être que j'ai besoin de me former davantage à telle ou telle pratique avant d'y aller. Par exemple, moi avant, je sais que j'étais en PLS des soirées de mariage parce que ça me faisait peur. Les lumières de soirée, je me disais OK, mes photos elles sont moches, la soirée ça va pas et tout. Mais en fait, oui, je ressentais un syndrome de l'imposteur parce que quelque part, aucun de mes clients ne m'avait reproché la qualité de mes photos en soirée. Mais moi, les photos qui me plaisaient de soirée, c'était des photos que techniquement je n'étais pas encore capable de réaliser. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formée au flash en soirée pour le mariage. Et j'ai réussi à... Enfin, ça a été un guide, en fait, pour moi, le syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Donc, par exemple, moi, au début, les soirées de mariage, je n'y allais pas. Ou je n'y allais pas... Enfin, je faisais que les dîners, entre guillemets, et je garantissais pas forcément un nombre de photos ou ce genre de choses. Voilà. Donc, le syndrome de l'imposteur, je trouve il a parfois bon dos pour justifier de son incompétence. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. On va la sortir, cette punchline-là, tu sais. On va la sortir. Alors, je sais que ça peut faire polémique, mais je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre, en fait, moi, il y a des choses que je ne sais pas faire. Et c'est OK. Genre, je me dis pas, mais oui, après, en se formant, est-ce que j'ai envie d'y aller, est-ce que j'ai envie de me former à ça? Oui, non. Mais pour moi, c'est plutôt un guide. Ouais, non. Alors, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Et en même temps, je me dis aussi, ça peut être soit de l'incompétence. Alors, c'est un gros mot, je trouve, l'incompétence, mais ouais. C'est aussi un bon moteur, si je peux utiliser ce mot-là, parce que c'est pas vraiment le mot que je veux dire, mais un bon moteur pour justement procrastiner. C'est-à-dire pour se dire, je ne passe pas à l'action. De me dire, je ne me sens pas légitime, etc. Mais en fait, lance-toi. En fait, on est tous partis de zéro. Toujours. On est tous partis de zéro et on a tous évolué, on a tous fait des erreurs. On en fait encore et on se trompe et en fait, c'est juste ceux qui ne font rien qui se trompent pas. Bah oui. Et on a tous appris, en fait. Et ça fait du bien, en fait, de se tromper parce que... Carrément. Parce que c'est comme ça que t'apprends, en fait. Exactement. Donc, je pense que le syndrome de l'imposteur, il faut aussi... c'est pas forcément mal de le ressentir. C'est un bon copain. C'est quelqu'un qui nous dit, OK, ça... vas-y. Mais moi, je trouve toujours que les personnes qui ont un gros syndrome de l'imposteur sont les plus douées. C'est souvent des personnes qui se remettent beaucoup en question. Oui. Maintenant, si ça t'empêche de faire les choses, c'est plus du syndrome de l'imposteur, c'est une excuse. Ouais, ça je suis d'accord. Et j'irais même encore plus loin, tu vois, ça me fait penser, je trouve que les gens qui moi m'inspirent le plus en tout cas, c'est ceux qui vont faire preuve d'humilité. Et je trouve que l'humilité c'est hyper important de justement savoir que t'es jamais arrivé, que tu fais pas les choses tout seul, Enfin, je sais que dans ton podcast, il y a souvent cette question de est-ce qu'on est des artistes ou pas. Et moi j'ai un avis là-dessus. Pour moi, non, on n'est pas des artistes parce que justement, on n'est pas tout seul. Enfin, moi, sans mes mariés, sans leurs émotions, sans ce qu'ils mettent en place pour le jour J, j'ai rien. Mais oui, j'ai pas de matière. Mais pareil, enfin, un artiste, il est toujours. Mais ouais, mais en vrai, un artiste, il est toujours inspiré par ce qui l'entoure. Ouais. Que ça soit pour faire des chansons, pour faire une peinture, pour ça soit. Enfin, vous êtes des artistes. Moi, je le dis, pour de vrai, en fait, vous créez à partir de ce que vous voyez. Et en fait, c'est ça être artiste. Après, je sais pas, j'ai pas cherché la définition. On pourrait aller chercher, on va aller chercher. C'est vrai, on pourrait aller chercher la définition. On va y aller tout de suite. C'est important, je pense.
Personne qui se voue à l'expression du beau pratique l'art. Je suis désolée. C'est quoi un artiste? Personne qui a le sens de la beauté et qui est capable de créer une œuvre d'art. Personne qui interprète des œuvres théâtrales, cinématographiques, musicales ou chorégraphiques. Qui peut se dire artiste? Attends, je vais mettre photographe. Est-ce que c'est un artiste? Ou une artiste d'ailleurs. Le Parisien dit « Le photographe est un artiste à part entière ». Ah ouais? Ouais. Le photographe est un artiste lorsqu'il crée de toute pièce une image. Si l'image est un instantané d'une fraction de seconde, sa réalisation sollicite tous les sens. Le regard se porte sur la lumière, les ombres, les couleurs, l'instant magique, où tout est réuni pour exprimer un ressenti. Voilà! Voilà, madame. C'est un art visuel qui consiste à enregistrer un sujet en image fixe avec un ensemble de techniques, de procédés et de matériel. Non, mais d'accord, si tu veux. Voilà. Je suis d'accord avec l'humilité, le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, souvent à créer, et voilà. Maintenant, en ce moment, je travaille beaucoup sur mon mindset. Et c'est marrant parce que j'ai été contactée pour donner peut-être, je n'ai pas encore validé le truc, mais pour donner une masterclass ou un atelier, un workshop, ce que tu veux, sur comment adopter un mindset de guerrière. Ouais. Et pour le coup, je pense que si tu es trop humble, c'est pareil, ça va pas. Et à un moment donné, il faut prendre sa cape de superwoman et de se dire, je m'imagine comme je veux être, tu vois. Pour pouvoir, ouais. La fameuse loi de l'attraction, c'est ça? Pas forcément la loi de l'attraction, mais ou le fake it until you make it. Oui, alors fake it until you make it, c'est un peu touchy, je trouve, mais de se dire, tu vois, alors c'est rigolo parce que je te raconte un peu les coulisses de mon truc en ce moment, mais voilà, je me disais, cette fameuse Geneviève Gauvin que j'aime beaucoup, elle dit justement, voilà, quand je fais mes podcasts, quand je fais mes photos pour mon site, etc., je me mets dans la peau de celle que je veux devenir. Je change je suis plus Geneviève, je suis quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, mais voilà, comment je pourrais m'appeler, moi? Tu vois, genre pour changer ce truc. Ouais, je me dis, tu vois, parce que souvent dans le coaching, on fait ça, on travaille sur la personne par exemple, qui te parasite, tu vois, justement le syndrome de l'imposteur, la petite voix qui te parle et qui te dit que t'es pas assez, en gros. Et aussi, tu peux avoir l'autre, en fait. L'autre qui te parle et qui va te dire, t'es la meilleure, regarde, tout le monde voilà. Elle fait le pour ceux qui voient pas, hein, tous ceux qui écoutent, du coup, elle fait le geste avec le bras. Et du coup, je me disais comment je peux m'appeler et tout ça. Donc, j'avais le truc de dire boss, tu vois. Je prends ma cape de boss et tout ça. Et puis, ça a un rapport avec mon homme que j'ai toujours appelé boss parce que c'était mon boss quand on s'est rencontrés. Bref. Ah, waouh. Mais bon, c'était plus moi, c'était lui. Donc, du coup, j'avais quand même du mal avec ça. J'en parle avec ma meilleure amie. Elle me fait, mais tu te souviens pas quand on bossait toutes les deux, je te disais que tu ressemblais à Angela Bauer dans Madame est servie et tout. Alors, je sais pas si t'as connu. Et parce que je mettais des tenues très années 80. Enfin, j'adore cette mode-là, moi. Je sais pas pourquoi je suis attirée vers ce truc-là. Nous avons ça en commun. Bah voilà, tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça que ton graphisme me plaît. Et donc, du coup, elle me dit, bah voilà, t'as qu'à t'appeler Angela Bauer dans ta tête, tu vois, mais c'est toujours pas moi. Et donc, du coup, je me suis dit, je suis Magali Bauer, la fille spirituelle, d'Angela Bauer, tu vois. C'est ta future toi. C'est moi, mais celle que je veux être vraiment. C'est celle que je veux devenir, celle qui a peur de rien, celle qui a envie de faire, de tout péter, de tout déchirer, de faire des scores de ouf, de plus avoir justement cette humilité qui fait que justement elle s'est cachée beaucoup sur plein de choses. C'est la petite fille en toi qui s'autorisait à rêver grand. Alors non, c'est plutôt la petite fille en moi qui avait peur de tout. Ah. Tu vois? Et donc là, du coup, c'est la nouvelle Magali, l'adulte qui parle à la petite fille qui avait peur de tout et qui voulait pas qu'on la voie, qui avait peur que, tu vois, qui était très timide, qui n'osait pas même parler, en fait. Tu vois, je fais un podcast aujourd'hui, je suis officiante de cérémonie, mais quand j'étais petite, je n'arrivais pas à dire plus que, tu vois, encore petite, ça allait, c'est vraiment la période du collège, c'est pour ça que je disais que c'était très compliqué pour moi, la période du collège, c'était, ah ouais. je n'arrivais pas à répondre par autre chose que par oui ou par non. Je vois tout à fait.
cette Angela Bauer, cette Magali Bauer qui parle à la petite Magali qui avait peur de tout, qui peur de parler, peur de se dire oui mais qu'est-ce qu'on va penser de moi et après on va pas m'aimer et du coup si on m'aime pas ben c'est la fin de ma vie. Et ben en fait ouais, mais de toute façon quoi que tu dises, il y a des gens qui t'aiment pas. Ah bah oui. Ça c'est évident. On sera toujours le con de quelqu'un. Exactement. Donc du coup voilà, c'est hyper important pour moi de manifester, alors c'est voilà, effectivement il y a un côté loi de l'attraction, etc., mais de manifester celle que j'ai envie de devenir encore meilleure que celle que je suis aujourd'hui. Et c'est pas quelqu'un d'autre, parce que j'ai une de mes coachées qui m'a dit ouais mais moi j'ai un peu de mal avec ça parce que ce sera pas moi. Je me dis si en fait c'est moi mais en mieux. C'est toi qui as zéro faille quoi, qui Exactement. va à fond. Ouais. Même si j'ai pas envie d'avoir zéro faille, parce que mes failles sont aussi ma force, mais celle qui m'aide à surpasser justement ce syndrome de l'imposteur, de surpasser toutes mes peurs, surpasser mes craintes sur l'argent, sur ce que j'ai envie d'être et de montrer, alors que ben des fois on se dit ouais mais si je dis ça peut-être que y en a qui vont mal le prendre, qui vont ouais mais en fait c'est ce que je pense. Et de toute façon il y aura toujours des gens qui vont penser l'inverse de toi. Donc c'est ça. Arrête de te freiner à dire. Et je trouve ça hyper émouvant, tu vois, et très touchant. Ce truc qu'ont en commun tous les entrepreneurs, selon moi, c'est justement cette volonté de toujours apprendre, de toujours se remettre en question. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y en a tellement qui, comme toi, et bah je me mets carrément dans le lot aussi, ou qui étions hyper timides gamins, on n'osait pas parler, on était hyper timides, on avait toujours l'impression de déranger, etc. Et en fait, cette capacité à y aller parce qu'on croit en un truc et en notre projet, au-delà de croire en nous, bah je trouve ça hyper beau. Mais grave. Mais de toute façon, si tu veux réussir, sois ton premier fan, au moins de ton service, quoi, de ton produit, ce que tu vends en fait, parce que tu le vendras mieux. C'est vrai. Crée le truc que toi t'as envie d'avoir. Ah ouais, tu vois, moi si je m'étais dit ça il y a longtemps, j'aurais pas du tout été bien, quoi, de me dire quoi, fan de moi, mais c'est impossible. Mais c'est pas fan de toi, hein. C'est fan de ce que toi tu délivres pour les gens. Bah ouais. C'est différent. Mais en fait moi je fais tellement pas le distinguo. Je crois que je mets tellement mes tripes dans mon travail que c'est moi que je donne. Bah ouais, mais en fait, ou alors, si tu veux le voir différemment, j'ai une coach qui me disait ça, je crois que c'est Hélène Tassas qui disait ça, qui disait, crée l'offre Beyoncé, quoi. Genre, si t'avais Beyoncé qui devait venir chez toi, qu'est-ce que tu lui proposerais? Et si tu crées ça, tu pourrais que mieux le vendre, en fait, parce que, du coup, c'est une offre VIP pour la personne. Beyoncé, c'est genre si c'est ta chanteuse préférée, par exemple. Je sais pas qui est ta chanteuse préférée, mais c'est qui ta chanteuse préférée? Beyoncé en fait partie. C'est Céline. Voilà, enfin, crée l'offre pour la personne que tu rêves de recevoir un jour dans ton business, quoi. Ouais, c'est pas bête. Et du coup, forcément, si tu crées cette offre-là, tu peux que être hyper à fond sur la façon dont tu vas la vendre. Parce que tu auras créé la meilleure offre du monde, quoi. Donc, tu peux aussi te dire, je veux vendre Beyoncé. Je veux vendre Beyoncé. Je sais pas ce que tu peux te dire. Non, mais c'est genre, vu que c'est un truc ou une personne que tu aimes à fond, bah, tu vas forcément bien vendre ta passion. Ah tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est aussi pour ça qu'on dit, crée le métier de tes rêves. C'est que Confucius disait, fais le métier que tu adores et t'auras l'impression de ne jamais travailler, tu vois. Enfin, c'est pas exactement ça, mais c'est ce que ça veut dire. Bah oui, en fait, parce que plus tu vas être à fond dans ce que tu fais, moins ça sera difficile de le faire. Donc. Ouais. Et cette phrase-là, je la trouve hyper vraie. Tu vois, alors que on sait qu'un mariage, typiquement, c'est quand même fatigant. Tu bosses pendant 15-16 heures d'affilée, t'as pas le temps de faire pipi, tu manges à peine. Enfin, c'est un vrai marathon physique. Mais, tu vois, pour moi, ça regroupe tellement ce que j'aime dans la vie. C'est-à-dire de voir des gens qui sont trop contents d'être là, qui se tapent des délires, qui mangent des trucs trop bons, qui font la fête. Bah, du coup, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression juste de vivre un moment trop cool avec des gens trop sympas. Bah oui. Et je me dis, c'est quand même cool. Enfin, en tout cas, je suis très reconnaissante de pouvoir faire ça et de pouvoir ressentir ça dans mon travail.
Et je le revendique de ouf parce que même encore cette année, j'ai déjà eu des prestats sur des mariages qui sont en mode oh là là, ça va être long jusqu'à la fin. Putain, moi quand on est là, c'est chaud quoi. On fait quand même un métier pas désagréable. Plutôt sympa. Plutôt sympa, ouais. Et on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit, t'as pas le droit. Ok. Alors, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées parce qu'on est déjà à 1h05 de podcast. Waouh. Je crois que j'ai battu le record. Ton dernier coup de cœur. Il y a une question que je me suis dit je vais poser pour les prochains épisodes, c'est quoi ton challenge actuel? Mais on en a déjà parlé finalement. À moins qu'il y en ait un autre. Non, faut que je le trouve. Le challenge, c'est de le trouver, justement. Non, dernier coup de cœur, d'un point de vue boulot, perso, culturel. Mieux si c'est boulot. Comme ça peut inspirer d'autres personnes. Ah bah si, forcément. Mon dernier coup de cœur, mais qui remonte un petit peu, c'est Aurélie Maurice, qui est ma partenaire, ma partner in crime, comme on dit, que j'ai rencontrée il y a, je sais plus, maintenant plus de 2 ans, et avec qui je travaille régulièrement. On se coach l'une l'autre et on a un studio photo ensemble. Elle, c'est mon dernier coup de cœur humain. C'est un petit bout de femme extraordinaire. Elle est joyeuse. C'est une pile électrique. Elle s'arrête jamais de travailler. Elle est d'une humilité incroyable, justement. Elle est drôle. Elle est forte. Je l'aime. Bon, parfait. Voilà. Écoute, je connaissais pas. C'est toujours bien de connaître des nouvelles pépites. Voilà. Et coup de cœur qui dure, quoi. Ton dernier coup de gueule? Le réarmement démographique, j'ai le droit de le dire ou pas? Oui, vas-y. T'as le droit de dire ce que tu veux ici. Sauf si tu casses du sucre sur tes collègues. C'est le seul truc que j'interdis dans ce podcast. C'est un podcast bienveillant. Non, quel enfer. Non, oui, mais ça parce que je pense que ça fait partie de mes convictions en général. Dès qu'on demande aux femmes de faire quelque chose, j'ai un gros problème avec ça. Donc voilà, moi qui suis très très féministe. Ça veut dire quoi féministe pour toi? Allez, on est reparti pour 10 minutes, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi féministe pour moi? Ouais, parce que on a tous des définitions différentes finalement. Je vais donner un exemple très concret. Pour moi, on aura toujours besoin du féminisme à partir du moment où tu vois, là, j'ai un couple d'amis qui attendent un bébé. Ils viennent d'apprendre que c'est une petite fille. Et ça les a beaucoup plus stressés de savoir que c'était une petite fille que si ça avait été un petit garçon. Donc, tant qu'on ressentira toujours ça, c'est qu'on aura conscience que le monde est beaucoup plus dangereux pour les filles et que la vie est beaucoup plus difficile. Donc, tant qu'on ressentira ça, on aura besoin du féminisme. Je sais pas si ça donne une définition, mais je me suis dit c'est le premier point de départ. Elle est pas encore là qu'on se rend déjà compte que le monde n'est pas forcément adapté pour elle. Ça, c'est chaud. Mais oui, mais c'est vrai en vrai. Hein, après, c'était pas pour ces raisons-là que je voulais un garçon, mais c'est plus simple, c'est sûr, d'avoir un garçon que d'avoir une fille. Après, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs sur lesquels on peut avoir peur quand c'est un garçon, mais c'est sûr qu'il y a plus de choses quand c'est une fille. On est d'accord. Ouais. Et donc, ma question préférée, ce que tu connais sûrement si tu écoutes le podcast, c'était quel âge, ta pire période de ta vie? Il y a pas longtemps, j'aurais dit le collège, parce que c'est vraiment un âge ingrat, terrible. Mais c'était avant de connaître une bonne dépression qui a duré un bon bout de temps à 30 ans, justement. Donc, il n'y a pas si longtemps. Et tu lui dirais quoi, du coup, à Marion qui était au fond du trou? Ça va aller. Ça passe. Ça va bien se passer. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est une phrase que je répète à mes mariés toute la journée. Ça va bien aller. Ils sont stressés, tes mariés? Dans l'idéal, non. Mais j'essaye de faire en sorte qu'ils le soient pas et de bien les préparer. Mais oui, comme des humains qui vont vivre un truc émotionnellement intense, quoi. Faut être préparé. C'est ça.
Ok, en tout cas, merci beaucoup Marion. C'était un plaisir de t'avoir dans Wedding Divan et de discuter de sujets passionnants comme ça. Merci à toi. J'ai hâte de partager cet épisode. C'est pas pour tout de suite. Ah, c'est pas pour tout de suite. Merci à toi. C'était un plaisir d'échanger sur toutes ces questions un peu métaphysiques par moments ou existentielles. Et merci pour ce que tu fais, pour tout ce travail et tout ce partage que tu proposes au monde du mariage. On en a besoin, je crois. Merci à toi. Non, mais franchement, enfin, je le répète, hein, mais c'est un plaisir pour moi ce podcast. Enfin, regarde les moments intenses que je vis avec ce podcast. Enfin, j'adore. J'adore de prendre de rencontrer des personnes virtuellement, mais rencontrer quand même des nouvelles personnes. Et après, je les vois lors des salons, souvent. Ouais. Mais voilà, rencontrer des personnes comme ça et de parler de choses à la fois philosophiques ou très stratégiques ou très business ou ça me fait grandir. Et tu vois, la petite fille, la petite Magali qui n'osait peut-être pas décrocher le téléphone, c'est clair, c'était un enfer pour moi de faire les calls là quand j'ai commencé à travailler. On me disait appelle machin. Comment ça? Commande une pizza. Ah mais pareil. Non, autant dans ma vie perso ça allait, mais tout ce qui était pro et tout ça, dès que j'avais peur du jugement des gens. C'était ça, c'est terrible ça. Et après, au bout de 41 ans, tu te dis, en fait, de toute façon, même si je fais tout pour que tout le monde m'aime, en fait, il y en a toujours qui m'aiment pas. Donc, de toute façon... Tu seras toujours imblairable pour quelqu'un. Exactement. Donc, du coup, autant faire ce que tu as envie de faire. C'est clair. Oh, puis mais c'est un vrai délire. Hein. On est reparti, là. Mais c'est un vrai délire parce que je vois mon fils, tout à l'heure, je lui ai demandé de prendre une décision bête, justement, bête, entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce que tu veux aller au sport ce soir ou pas? Il a mis 2 heures à choisir. Et moi, j'étais pareil. Faire un choix comme ça en se disant, je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas. Parce que j'ai envie de faire les deux, mais je ne peux pas faire les deux. Et non, pas en même temps. Prendre une décision pour lui, c'est comme moi. C'est dur. Et c'est pareil. J'en parlais dans un épisode, je sais plus lequel, mais de se dire, voilà, des fois, on me demande, tu préfères manger chinois ou McDo ce soir? Je sais pas répondre. Choisis-toi. Je sais pas. Moi, sur la bouffe, je sais toujours ce que je veux manger. Hein. Pas moi. Pour moi, c'est... Par contre, tu vois, prendre une décision business, je peux te la prendre en 5 minutes. Mais des trucs comme ça, hyper simples de la vie, c'est un enfer pour moi. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Mais choisir, c'est renoncer. Oui, mais c'est pour ça. Et en fait, à la limite, faisons les deux. Ouais. Bref, on va finir sur cette note. Choisir, c'est renoncer, c'est très beau. Bon, du coup, McDo ou chinois pour ce soir. Ça dépend des jours. Voilà. Bon, je te remercie infiniment, en tout cas, c'est moi. Pour ton invitation que j'ai acceptée direct. Et j'ai hâte de voir les prochains posts, du coup, avec l'introduction de Donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps. Ouais. Franchement, fais-le. Okay. Ça manque de ça, en fait. Ça manque de vous. Ouais. Vous montrez les autres, mais trop d'humilité tue l'humilité. C'est vrai. Et encore, là, tu vois, j'ai fait un reel la semaine dernière où j'ai dansé. Et ça, grosse sortie de zone de confort. Il faut que j'aille voir ça. Mais c'est pas une obligation de danser parce que ça, c'est pareil, j'entends oui, mais moi, je veux pas danser sur les reels et tout. C'est pas une obligation. Ah oui, non, c'est pas une obligation. Et surtout, faut le faire quand ça a du sens. Là, en l'occurrence, c'était pour montrer des photos dance floor. Donc, ça avait du sens. Mais oui, danser pour danser, moi, j'ai eu un vrai problème sur comment se mettre en scène dans ces reels-là. J'imaginais rien. Enfin, je me reconnaissais pas du tout dans cette culture. Mais je suis pas une TikTokeuse du tout, quoi. Donc, bref. Ouais, on va repartir. Ouais. Merci, Marion. On finit sur ça. Merci à toi. Allez, bisous. On finit. Allez, chute. La suite au prochain épisode. Bye. Me tais. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi et autant inspiré que moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant Marion et moi, ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu sais que tu peux toujours mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Je te dis un grand merci et je te dis à très vite pour le prochain épisode.